Le casier judiciaire de cet homme se lit comme le scénario captivant d'une série Netflix. Il débute en tant que simple dealer, pour évoluer en un criminel de haut calibre, impliqué dans des transports de cocaïne valant des millions. Il se retrouve également au cœur de multiples affaires liées à des explosions de grenades à Anvers, en Belgique, et parvient surtout à échapper à une tentative de kidnapping orchestrée par des gangsters français. Sans oublier sa romance avec une jeune femme issue d'un gang rival. Voici l'histoire de Mohamed C., alias l'Algérien. Mohamed et son frère Boualem, d'origine algérienne, ne jouissent pas d'une bonne réputation dans le joli quartier de Borgerhout, à Anvers. Il est important de rappeler que ce quartier est prisé par les trafiquants de drogue, dans lequel l'économie illégale, depuis quelques années déjà, a surpassé l'économie légale. La présence de Mohamed n'a pas contribué à améliorer la situation du quartier, alors qu'il faisait ses premiers pas en tant que vendeur de coke pour différents réseaux, notamment celui dirigé par Nordin El H, une figure clé de la mafia anversoise. L'Algérien, petit à petit, a gravi les échelons du monde souterrain en n'hésitant pas à tromper et à voler ses collègues, tout en profitant de la vie dans les boîtes de nuit de la métropole. Sa première confrontation majeure avec la justice remonte à l'automne 2014, lorsque lui et son frère Boualem sont impliqués dans un meurtre, le tout capturé par des caméras. En juillet 2014, les deux frères algériens font l'acquisition d'un kilo de cocaïne d'une valeur de 39 000 €, à crédit auprès d'un gangster de Borgerhout nommé Mourad. Selon l'accord, le remboursement devait s'effectuer une fois la drogue vendue, mais le paiement n'a jamais été réalisé. Cette situation délicate pousse Mourad à solliciter son cousin Hicham Y pour exercer une pression sur les deux frères afin de recouvrer la dette. Surnommé Jungle, en raison de sa propension à toujours porter un couteau et à être prêt à tout, il aurait apparemment envoyé un message à Mohamed, l'incitant à rembourser rapidement la dette pour éviter des problèmes. Le cousin de Mourad ici. Ramène les bails et évite les problèmes à ton frère. Connaissant la réputation de Jungle, Boualem achète une arme pour pouvoir se défendre si nécessaire. Ce qui se révèle utile quelques mois plus tard. Le 30 octobre 2014, les frères algériens se trouvent dans leur voiture à un feu rouge à un carrefour dans la ville d'Anvers, lorsque Mourad et Jungle arrivent dans une autre voiture, profitant de l'occasion pour rappeler aux deux frères leurs dettes impayées. Jungle force l'entrée de la voiture des frères, déclenchant rapidement une bagarre. En réponse, Boualem sort son pistolet et tire en direction de la poitrine de Jungle, qui quitte le véhicule entre-temps. Une seconde balle, tirée à travers la vitre de la voiture, manque de peu son cousin Mourad, qui prend la fuite. Tout cela s'est déroulé en 7 secondes. Jungle, titubant, est emmené d'urgence à l'hôpital situé non loin de là, avant de succomber à ses blessures. Les frères algériens ne tardent pas à être retrouvés, car toute la scène a été capturée par une caméra, et Boualem appelle lui-même la police, avouant avoir tiré sans intention de tuer. Il explique avoir agi par peur, sa famille ayant été menacée. En 2016, le verdict est prononcé et Boualem est condamné à 20 ans de prison, car une légitime défense n'a pas été établie, étant donné qu'il semble que l'homme a plutôt profité de l'opportunité pour utiliser son arme. Son frère Mohamed a eu plus de chance dans cette affaire et a été acquitté. Depuis ce moment-là, il est raconté dans le milieu qu'il a entamé une ascension fulgurante dans le monde souterrain. Mohamed a le don de se retrouver au cœur des problèmes, parfois même sans les chercher, notamment lorsqu'il tombe amoureux d'une fille du clan rival marocain, LO. Cela donne naissance à une histoire à la Roméo et Juliette, version Borgerhout. Une bagarre éclate en avril 2017 devant un restaurant de ce quartier entre Mohamed et les membres de la famille LO qui désapprouvent fortement la relation de leur nièce avec l'Algérien. La famille LO est bien connue des services de police, en particulier en raison de certains membres qui ont été impliqués dans une extorsion. Celle-ci visait Franck Le Tank, à la suite d'un échec de retrait de drogue dans le port d'Anvers pour le compte du groupe de Nordin mentionné précédemment. Les tensions entre Mohamed et la famille LO sont dues au fait que l'Algérien ne traite pas bien leur nièce, poussant au dépôt d'une série de plaintes pour coups et blessures par la jeune fille. L'avocat de Mohamed avance une autre explication à la bagarre qui vient de se produire. C'est aussi parce qu'il est algérien et que les choses ne se passent pas très bien entre Marocains et Algériens. Il y a bien eu des plaintes,
mais mon client nie avoir fait quoi que ce soit de mal à cette femme. Selon la famille LO, c'est Mohamed qui aurait été le premier à donner un coup de couteau au cours de la bagarre, après quoi il a essuyé des coups en retour. Toutefois, selon Mohamed, la situation est à comprendre à l'inverse, car il aurait été attaqué de manière inattendue. L'avocat de Mohamed soutient que les déclarations contre son client ne peuvent pas être prises au sérieux, car elles reposent uniquement sur les témoignages de la famille LO. Il n'y a aucune preuve objective que mon client a porté un coup de couteau, et mon client le nie formellement. Il a été attaqué par la famille LO, qui tente par la suite de tout lui attribuer. Une peine de 30 mois de prison a été réclamée contre Mohamed. Mais le tribunal d'Anvers l'a finalement acquitté en raison d'un manque de preuves. Cependant, 2 mois après la bagarre, une balle est tirée sur la porte d'entrée de la maison des parents de Mohamed, donnant l'impression d'un avertissement. Il n'est pas clair s'il s'agit de la famille LO, cherchant à se venger, ou bien simplement d'autres rivaux de l'Algérien, étant donné que son nom figure de plus en plus dans différents conflits au sein de la pègre d'Anvers, comme nous allons le découvrir maintenant. En mars 2020, une querelle éclate dans le milieu de la drogue, concernant le vol d'un lot de cocaïne pesant entre 200 et 300 kilos, qui était emballé dans des paquets estampillés RM35, faisant référence à la marque d'horlogerie exclusive Richard Mille. Dans la pègre d'Anvers, plusieurs réseaux investissent conjointement dans des livraisons de poudre blanche vers le port de destination d'Anvers afin de réduire les coûts individuels. Cependant, cela peut immanquablement entraîner des problèmes si la drogue est perdue. Dans le cas des paquets RM35, le groupe autour de l'Algérien est également impliqué dans la récupération du chargement. Apparemment, le réseau de ce dernier extrait la cargaison et la transporte dans une camionnette jusqu'au hangar. Mais lorsque des partenaires commerciaux tentent de récupérer la cargaison, la camionnette a déjà disparu. Selon diverses sources, la cargaison manquante estampillée RM35 s'est retrouvée proposée à la vente sur le marché. Les principaux acteurs du réseau international ont donc désigné le groupe de l'Algérien comme les principaux suspects du vol, ce que ce dernier continue de nier. Finalement, au milieu des tensions montantes, les chefs du groupe, tels que Farhan B, Imran L et bien sûr notre personnage clé, Mohamed, alias l'Algérien, décident en juin 2020 de révéler les noms des présumés voleurs de ces fameux paquets RM35. Ainsi, ce trio ordonne à ses subordonnés 3 attaques à la grenade contre des adresses liées à la famille B qu'ils soupçonnent d'être derrière le vol. Certains membres de la famille B sont très actifs dans le milieu de la drogue et sont étroitement liés à la famille El Bartali. Pour rappel, un membre de la famille B a été condamné en 2015 pour le retrait de cargaison de cocaïne du port d'Anvers avec la participation de, notamment, Samir El Bartali, qui a été liquidé à Rotterdam quelques années plus tard. Désormais, c'est la famille B qui est dans le viseur. Le 10 juin, un jeune homme arrive en vélo dans la rue de Tenneco-Valley, en pleine nuit, sort quelque chose de sa poche et le jette sous la voiture appartenant à la famille B avant de s'enfuir. Bien sûr, bien que l'explosion endommage plusieurs voitures et des façades de maisons, le groupe n'est pas satisfait, car il semble que cela n'a pas fait assez de bruit, certains voisins n'ayant même rien entendu cette nuit-là. Selon un message crypté attribué à l'Algérien et envoyé à l'auteur de l'attaque sur place, il faut augmenter la puissance des explosifs. Est-ce que tout s'est bien passé? Sinon, prends la grenade de l'autre gars parce que la mienne n'est pas aussi puissante. J'ai fait 1, il reste encore 2. J'ai fait Ten et Coveley. Effectivement, l'équipe s'attaque ensuite à la seconde adresse, liée à un ami de la famille B impliqué dans le vol, situé à Saint-Nicolas. Farhan le précise à Imran. La deuxième vague est sur le point de commencer. On va montrer qui sont les voleurs de cocaïne. Cette fois-ci, un second mécontentement se fait jour dans le groupe, car l'explosion n'a pas fait la une des journaux. Seul le moteur grillé d'un cyclomoteur utilisé par les protagonistes en fuite a été évoqué dans la presse locale. Pour la 3e mission, il faut savoir que sont présents, entre autres, 2 lieutenants importants aux côtés de l'Algérien. Le Tchétchène Muslim I et Fidan H, qui exécutent fidèlement les ordres. Par exemple, Muslim aide à trouver les soldats pour cette 3e attaque qui doit avoir lieu devant une célèbre salle de fête et de danse gérée par la famille B, tandis que Fidan les fait venir de Bruxelles.
Envie d'action? La salle de fête. Le plan initial consiste à détruire la porte d'entrée avec un AK-47 avec l'aide d'un ex-militaire. Cependant, ils optent finalement pour une grenade, comme d'habitude. La notion d'une absence totale de peur transparaît clairement dans les échanges cryptés entre divers suspects. Si quelqu'un me vole, je vais le chercher. Pas besoin de prendre rendez-vous. C'est vraiment drôle, voilà. Aucun doute ou peur. Je suis derrière toi avec la mort, tout, voilà. Je suis quelqu'un de parole. Merci, frère. Et j'ai encore tout un groupe derrière moi. Tu sais, je viens où tu me demandes. Il semble que la violence ne soit pas limitée à la Belgique, car selon quelques rumeurs, l'un des membres de la famille B aurait même été temporairement kidnappé à Dubaï. Sans entrer dans les détails, des représailles ont également lieu 1 an plus tard, lorsque les maisons de Fidan et de Muslim sont la cible de plusieurs tirs de fusil. La question qui se pose est: qui a réellement volé cette cargaison? D'après les enquêteurs et leurs accès aux messages cryptés, il est clair que le vol est l'œuvre de criminels de l'entourage de l'Algérien. En effet, l'un des membres souhaite vendre des blocs portant le timbre RM35, mais uniquement en dehors de la Belgique. Il apparaît que les chefs du réseau international ont pareillement des doutes sur l'Algérien et lui envoient 2 gangsters français à Anvers pour le kidnapper et lui donner une leçon. Fin juin 2020, 2 Français agressent l'Algérien chez lui, prévoyant de l'emmener dans leur camionnette. Cependant, les choses ne se déroulent pas comme prévu, car l'Algérien parvient à se libérer et riposte. Menacés, les ravisseurs prennent la fuite dans leur camionnette, poursuivis par l'Algérien lui-même avec sa voiture. Une chasse sauvage se déroule sur le boulevard périphérique d'Anvers, où les 2 Français se retrouvent coincés dans la circulation intense. D'autres conducteurs alertent la police, qui envoie une équipe d'intervention rapide. Cette équipe entre en collision avec la camionnette française, extrayant les 2 gangsters, tandis que l'Algérien, dans sa voiture, passe inaperçu. Malgré cette scène hallucinante, les Français seront libérés quelques jours plus tard et ne seront accusés que de quelques infractions au code de la route. Depuis ce jour, l'Algérien passe de plus en plus de temps à l'étranger pour des raisons de sécurité, notamment à Dubaï et en Turquie. Dans les milieux criminels, la réputation de l'Algérien en tant que voleur n'est pas nouvelle. Cependant, il arrive également que lui-même fasse l'expérience d'être volé par quelqu'un de son propre gang. Au début de l'année 2021, un pion de son équipe, Magomed Emi Y, reçoit une mission de transfert d'argent vers l'Allemagne. Emi, qui est en possession d'un véhicule muni d'un espace secret, ainsi que de la clé de l'appartement dans lequel le gang stocke ses marchandises, succombe à la tentation. Il s'empare de 350 000 € et de 25 blocs de cocaïne, part en Allemagne sans se présenter au rendez-vous convenu. Au lieu de la mission, il achète une nouvelle Mercedes et décide de partir en voyage au Portugal. Le groupe a d'abord cru qu'Emi s'était fait arrêter par la police, car le contact avec lui a été subitement rompu. Cependant, lorsque la vérité éclate, l'Algérien entre dans une rage noire et met une forte pression sur son bras droit, Muslim, qui avait précédemment remis la clé de l'appartement à Emi, lui intimant l'ordre de le traquer au plus vite. Il est évident que voler son propre gang n'est pas un acte sans conséquences. Après avoir ignoré les appels de l'équipe de l'Algérien, Muslim demande à sa compagne, Laura D, de localiser Emi en utilisant la localisation de son smartphone. Elle obtient ces informations grâce à un contact chez l'opérateur téléphonique belge Base qui l'assiste dans cette démarche. Le gang découvre ainsi qu'Emi se trouve au Portugal, dans un chalet d'un parc de vacances. Muslim rassemble une équipe et se rend immédiatement là-bas pour retrouver Emi. Celui-ci est kidnappé et placé dans un hôtel, où il est menacé de mort si l'argent n'est pas rapidement restitué. La famille de Magomed Emi reçoit une vidéo du Portugal, montrant Emi attaché à une chaise avec un sac sur la tête, demandant une rançon pour sa libération. Paniquée, la famille soupçonne une implication liée à la drogue et signale l'enlèvement à la police. Le 27 janvier 2021, la police portugaise intervient dans l'hôtel de Lisbonne et découvre Emi en compagnie de Muslim. Il semble que l'Algérien y était présent peu de temps avant, mais avait réussi à partir, échappant ainsi aux forces de l'ordre.
De retour en Belgique, Amy, connaissant les règles du milieu, ne porte pas plainte pour enlèvement et prétend, avec Muslim, que tout cela était une mise en scène visant à extorquer de l'argent à sa famille. Cette version n'a cependant pas été acceptée par le tribunal. Peu de temps après, Amy révèle la vérité sur ce qui s'est réellement passé au Portugal, mettant ainsi derrière les barreaux de nombreux membres du réseau de l'Algérien, dont Muslim. Laura est autorisée à sortir de prison avec un bracelet électronique à la cheville, affirmant toujours ne rien savoir de la mission gérée par Muslim, sous les ordres de l'Algérien, qui reste en fuite à l'étranger. De plus, les suspects du groupe de l'Algérien ont mentionné un autre scénario, prétendant qu'ils voulaient extorquer de l'argent aux dirigeants de l'organisation grâce à cette mise en scène. Bien que cela ne soit probablement qu'un mensonge, un élément intéressant qui ressort des messages cryptés d'alors est le fait que, selon la police, l'argent volé appartenait à deux figures importantes dans le milieu, surnommées Black et le néerlandais Boleios. Cela souligne une fois de plus que le statut de l'Algérien, dans la pègre, n'est pas aussi élevé que les rumeurs le prétendent. Il est désormais évident que le réseau lié à l'Algérien possède de nombreuses connexions dans le milieu souterrain et il est fréquemment sollicité pour des missions, notamment par les barons néerlandais. Dans l'un de ces cas, le gang a effectivement été engagé dans le but de pirater une société portuaire à Anvers, facilitant ainsi le trafic clandestin de la coke. Une employée a été rémunérée à hauteur de 10 000 € pour insérer une clé USB contenant un logiciel malveillant dans le système informatique d'une entreprise opérant à l'Euroterminal. Cette manœuvre a permis au gang hollandais, avec l'assistance de la bande de l'Algérien, d'accéder à des informations cruciales de cette entreprise. Ils n'ont pas eu accès au serveur principal, mais ils ont accédé aux données des employés, aux plans des terminaux et aux images des caméras en temps réel de l'entreprise. Cela offre surtout aux criminels la possibilité de localiser précisément un conteneur dans le port, une information des plus importantes, permettant de retirer un chargement de cocaïne. Ce n'est pas la première fois que le réseau de l'Algérien se livre à des actes de corruption. Jorida P, une femme de 27 ans, travaillant à un guichet de la ville d'Anvers, a été sollicitée par un ancien camarade de classe, Bajram L, pour vérifier les adresses de plusieurs agents de sécurité du port d'Anvers dans le registre national. Bajram aurait, à son tour, été approché par son ami Muslim, membre du cercle de l'Algérien. Jorida affirme n'avoir jamais envisagé que ces données seraient utilisées dans le cadre du trafic de drogue, et elle avoue avoir reçu un total de 1 250 €, tandis que Bajram perçoit 350 € par adresse transmise au chef. Bien que la situation puisse sembler relativement sans grandes conséquences, il est important de noter que les coordonnées de divers employés travaillant dans le port sont une mine d'or pour des trafiquants, d'autant plus qu'ils peuvent utiliser ces adresses à des fins d'intimidation. Un exemple de cette menace est à trouver en février 2021, lorsque le réseau de l'Algérien a lancé une bombe incendiaire contre la maison d'un docker. En juillet 2022, l'Algérien, cherchant à échapper à la justice, est finalement appréhendé à l'aéroport de Casablanca, au Maroc, en provenance de Turquie. Lors du contrôle, il est identifié comme Mohamed Reda C, âgé de 28 ans et de nationalité algéro-belge, faisant l'objet de 5 mandats d'arrêt assortis d'une notice rouge de la police. La Belgique a demandé son extradition au gouvernement marocain, mais cette demande semble avoir été discrètement rejetée, après quoi Mohamed a été libéré de prison. Selon de persistantes rumeurs, l'Algérien aurait réussi à obtenir la nationalité marocaine moyennant une somme considérable versée durant sa détention. Des montants de 2,5 millions d'euros sont évoqués et il est bien connu que le Maroc n'extrade pas ses ressortissants. Bien qu'absent du banc des accusés lors des différents procès, l'Algérien semble anticiper une peine d'emprisonnement de longue date en Belgique, où il continue d'être au cœur de divers conflits. Cela est illustré par une seconde explosion devant la maison de ses parents en novembre 2021, et ce, malgré la vente de la maison et le déménagement de la famille. Une violente explosion, due à une charge de feu d'artifice, en janvier 2023, révèle que ses rivaux manquent de update et n'ont pas mis à jour leurs informations.